RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et voici mise au point votre magazine sociopolitique au cœur des questions d'actualité. L'actualité c'est aussi, n'est-ce pas, le 10e congrès ordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo tenu dernièrement. Congrès dit de la Renaissance. Quelle résolution en tout cas? Nous en parlons sur ce plateau et nous avons un invité. Il s'agit de M. Adelar Mambouya Obulokwes, membre du comité scientifique de ce congrès. Il est doctorant en communication et enseignant à l'UDICIC, anciennement IFASIC ou ISTI. C'est avec lui que nous allons débattre de cette question, puisque je l'ai bien dit, il a été à la conception de ce congrès. Bonsoir, M. Oboul. Bonsoir, M. Jacques Moulouba. Très en forme? Oui, ça va, très bien, ça va. Alors, je viens de le dire, vous êtes membre du comité scientifique du 10e congrès de l'UNPC. Quel était votre travail en soi? Le travail de la commission qu'on a appelée comité scientifique, ce travail avait pour but, d'abord, premièrement, de pouvoir mettre ensemble tous les textes particuliers de l'UNPC. L'Union nationale de la presse du Congo est une ASBL, mais elle était la seule ASBL, si on peut dire, qui avait en même temps un statut pour l'ensemble du regroupement, mais également des statuts particuliers à chacune des 3 commissions permanentes de ce regroupement, de cette association. Le premier travail, c'était de faire en sorte que tous ces textes-là soient fondus en un seul. Et pourquoi? Parce qu'en ayant 3 textes, en ayant 4 statuts, ça veut dire un statut général et 3 statuts particuliers, en fait, on avait 4 associations dans une seule. Parce qu'un statut, ça renvoie à une association qui a son fonctionnement propre, qui a son propre règlement intérieur. Ainsi, les commissions de discipline, les commissions de la carte et les commissions de la formation professionnelle avaient chacune son propre statut. Donc, premier travail, c'est remettre tous ces textes-là dans l'ensemble, faire unifier tous ces textes. C'était le premier travail. Le deuxième travail, c'était, en plus de donner une cohérence à cette architecture des textes, le deuxième travail, c'était de faire en sorte que nous puissions organiser le fonctionnement de l'UNPC pour les générations futures en apportant notamment des innovations selon la volonté des sociétaires de l'UNPC exprimée depuis de nombreuses années, mais également selon ce qui avait été décidé au cours des états généraux de la communication et médias tenus en 2022, où plusieurs résolutions avaient appelé à une sorte d'assainissement, ce que nous avons appelé la salubrité médiatique. Et cet assainissement passait ou passe obligatoirement par l'organisation convenable de l'Union nationale de la presse du Congo, dont justement la résolution 70 de ces états généraux montrait qu'il fallait organiser ce congrès pour parvenir justement à avoir un partenaire privilégié du côté de l'autorégulation qui puisse accompagner ce processus de salubrité médiatique. Et le comité scientifique avait combien de membres et leur qualité? Le comité scientifique avait commencé par 6 membres plus 7. Là, on était à 7 membres au total. Le président, c'est monsieur, qu'on a aujourd'hui honorable, Séverin Bamani, professeur d'université. C'est à cette qualité, professeur de communication et ancien journaliste. C'est à cette qualité-là qu'il a présidé cette commission. Après, c'est le professeur Jean-Chrétien Ekambo, qu'on ne présente plus, cet homme, ancien journaliste connu. Il est, qu'on l'appelle journaliste à la retraite, voilà, professeur des universités, grand formateur. Eux, c'était le président et le vice-président. Moi, j'en étais le rapporteur, l'éternel rapporteur. Je suis journaliste, on connaît ce que je suis. Et puis, nous avons eu 4 avocats qui nous ont accompagnés. Le premier avocat, c'est Maître Charles Mouchizi, qui accompagne les journalistes depuis de nombreuses années. Il a même écrit des ouvrages sur la régulation et l'autorégulation. Le deuxième, c'est Maître Quadio, Maître Paul Quadio, que tout le monde connaît, qui travaille avec Internews et qui, effectivement, est chargé à Internews d'accompagner également le programme de réforme institutionnelle et de réforme législative par rapport aux textes
qui concernent la profession. Le quatrième avocat que nous avons eu, c'est Maître Étienne Kaninda, qui est l'avocat, un des avocats conseils de l'UNPC et qui a effectivement accompagné l'UNPC, surtout dans tous les grands moments de crise que nous avons connus. Et le septième membre que nous avons eu, c'est Maître Serge Moundoukou. Il a rejoint l'équipe parce qu'il est spécialiste de la logistique. Voilà, il a travaillé longtemps, d'ailleurs au Parlement, pour tous les textes. Donc lui, c'est lui qui nous a aidé vraiment à recadrer les textes, à les mettre sous la forme telle que les textes telles que les lois doivent être écrites, avec la répartition des chapitres, des sections. Voilà. Alors, avant de poursuivre normalement l'émission, mais quand même, il vous est arrivé à faire un peu le diagnostic de la presse congolaise. Quels sont les véritables problèmes que vous avez décelés qui minent justement cette corporation? Les problèmes, ils sont nombreux, et si on les prend en désordre, ça risque d'être compliqué. Mais nous avons saisi les problèmes, nous avons analysé les problèmes, surtout par rapport à l'UNPC. Parce que notre mission, c'était plus par rapport à l'UNPC. Alors, l'UNPC avait, le plus grand problème, c'était un problème de fonctionnement, de structuration. Les textes étaient devenus difficiles à mettre en application, ce qui avait entraîné tous les conflits qu'on a connus. Il y a des comités directeurs qui n'ont presque jamais fonctionné, comme le dernier comité qui sort, immédiatement après le congrès de Mwanda, il y a 5 ans. Le président qui avait été élu est décédé, je crois, 2 mois après. Alors, il y a eu des grosses difficultés de fonctionnement. Alors, il fallait résoudre ce problème-là des textes et de structuration pour que le fonctionnement soit correct. Et parmi les problèmes, il y a également ceux de la viabilité de cette association, de cette organisation. D'où va venir l'argent avec lequel l'UNPC va fonctionner? Il fallait étudier cela et heureusement que grâce à l'intelligence des gens de ce comité scientifique, on a proposé dans des textes des mécanismes qui peuvent permettre justement à l'UNPC de mieux fonctionner sur le plan des structures, mais également de pouvoir se constituer les moyens de sa politique. Alors, parlant de votre travail exactement, le comité scientifique vous a été demandé également de préparer tous les dossiers des candidatures, mais nous apprenons que beaucoup de dossiers ont été rejetés. Et quelles étaient les conditions quand même pour briguer un poste au sein de l'UNPC? L'UNPC, c'est une organisation qui est très, très bien organisée. Bon, la tautologie, ça veut dire qu'il y a des textes qui organisent l'UNPC. Et ces textes-là indiquent les conditions pour pouvoir postuler. Alors, qu'est-ce que nous avons fait, nous autres, au comité, à la commission de validation des candidatures? C'est juste de prendre les textes tels qu'ils existent et de les serrer en mettant d'une part les conditions d'acceptabilité ou de recevabilité des candidatures, article 26, et puis à l'article 27, on a vu les conditions d'éligibilité. Ça veut dire que d'abord, pour être candidat, voici les conditions qui sont fixées. Avoir écrit sa lettre, ça c'est seulement pour postuler. Mais une fois que vous avez postulé maintenant, il faut que vous puissiez remplir des conditions pour être élu et pour être éligible. C'est par exemple être professionnel des médias déjà, quand vous ne l'êtes même pas. On ne peut même pas accepter votre candidature parce que vous n'avez pas de carte de presse. Voilà. Mais il faut d'autres conditions. Par exemple, pour être au comité directeur, on vous dit qu'il faut avoir eu 15 ans d'expérience dans un poste de responsabilité. Pour les commissions, c'est 5 ans d'expérience dans un poste de responsabilité. Si vous ne remplissez pas cela, votre candidature ne pourrait pas être acceptée comme éligible. Donc, quand on criait à une certaine politisation des critères, puisqu'on a évoqué aussi la question de la nationalité des dons, c'était prévu dans les textes? Oui, la nationalité est prévue dans les textes de l'UNPC. On peut relire les articles 26 et 27 du règlement intérieur. La nationalité est une des conditions. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'Union nationale de la presse de la RDC du Congo. Il ne s'agit pas de l'Union internationale ou de l'Union bigarrée régionale. Non, c'est l'Union nationale. Et donc, comme les ASBEL, la loi sur les ASBEL dit d'ailleurs que les dirigeants doivent être de nationalité congolaise, d'ailleurs. Et donc, il n'y avait même pas à discuter sur ce genre de critères. Alors, donc, vous n'avez réglé de problème à aucun candidat? Nous n'avons réglé de problème à aucun candidat parce que ce que les gens n'ont pas compris, c'est que chacun des critères qui est fixé par le règlement d'ordre intérieur renvoie à un acte juridique. Si vous dites à quelqu'un, il faut prouver votre moralité, l'acte c'est quoi? Bonne vie et mœurs.
Vous dites à quelqu'un qu'il faut être nationalité congolaise, l'acte c'est le certificat de nationalité et non pas un autre document. Parce que pour certains, et c'est là où il y a eu la polémique. Oui, allez-y expliquer un peu, oui. Il y a eu la polémique. Ben, j'ai vu, juste pour une dérision pour faire rire, j'ai vu dans le groupe de l'UNPC, la discussion battait son plein, et quelqu'un a écrit, vraiment, ceci, on vous demande une voiture, vous amenez un vélo. On vous demande un certificat de nationalité, vous amenez un autre document qui ne peut pas être équivalent. On vous demande d'amener aptitude physique, vous amenez un autre document. On vous demande l'attestation de résidence, surtout pour les membres du comité directeur, vous apportez autre chose. Non. À chacune de ces conditions, à chacun des critères, il y a un acte qui permet aux gens de valider. Donc, la nationalité se prouve par exemple par le certificat de nationalité. De dire que vous êtes de bonne moralité, vous n'avez pas d'antécédents, mais vous amenez votre casier judiciaire. C'est simple. Alors, il y a des gens qui n'ont pas amené le casier judiciaire et qui peuvent crier que leur candidature aurait été écartée. Ben oui, parce qu'il n'y a pas cet acte-là. Vous devez prouver, vous devez amener. Et j'ajoute, pour le casier judiciaire, c'est des 3 derniers mois. C'est ça la loi. Donc, nous n'avons fait qu'appliquer les critères tels que ça a été défini en demandant aux candidats de remplir ces conditions par les actes les actes auxquels renvoient les critères. Alors, les élections ont été organisées, un nouveau comité directeur a été élu, et ces élections se sont déroulées dans quel état d'esprit, dans quelles conditions? Ah, il faut dire que le Congrès, c'est vraiment l'organe suprême, vous savez, il y a beaucoup de passion, on comprend que les gens veulent que leur organisation puisse se remettre en ordre. On a appelé ça Congrès de la Renaissance. Donc, il y avait beaucoup de discussions, il faut le dire. C'était un climat tendu, tout à fait normal pour nous qui savons comment s'organise tout cela, tout à fait normal. Mais, in fine, lorsque le processus électoral véritablement a commencé, il y avait totalement du calme, on a vu, grâce à ce bureau d'âge qui a été mis en place, avec un secteur qui on a vu la maîtrise avec laquelle il a conduit le processus électoral. Finalement, on savait qu'il y avait de gros enjeux derrière. Les enjeux, c'est que l'UNPC veut se remettre sur orbite, c'était le plus gros enjeu, et donc c'était normal qu'il y ait la passion. Mais finalement, on a abouti, j'allais dire un peu plus facilement qu'on le pensait, il y a eu beaucoup plus de peur que de mal, parce que au bout du compte, on a vu qu'il n'y a pas eu de problème. Ceux qui ont été élus ont véritablement été élus. Il y a eu un processus totalement transparent. Et donc moi je peux me dire, je ne sais pas ce qu'en peuvent dire ceux qui ont parti, mais pour moi, finalement, il y a eu plus de peur que de mal. Alors, à l'issue de ces élections, on peut dire aujourd'hui que c'était vraiment le congrès dit de la Renaissance, selon vous? Oui, on peut dire que c'est le congrès de la Renaissance, parce que la Renaissance, ce n'est pas seulement par rapport au nouveau comité directeur, mais surtout par rapport à la réforme des textes. De nouveaux textes ont été adoptés, ont été acceptés. Les propositions qui ont été faites par le comité scientifique ont été acceptées. Bien sûr, moyennant amendement, parce que vous le savez au congrès, il y a eu 3 grandes commissions. Une commission qui a travaillé sur les statuts, donc le nouveau statut qui a unifié tous les autres petits statuts, ce statut-là est parti dans une commission qui a relu mot à mot, article par article. Et ce travail est revenu à la plénière a adopté, moyennant des amendements, le toilettage va se poursuivre. Il y a eu une commission qui a travaillé sur les règlements intérieurs, également unifié. Ce règlement intérieur a été adopté. Il y a eu une commission qui a travaillé sur les manuels des procédures administratives et financières de l'UNPC. Ce texte-là a également été accepté. Et même le code de déontologie remanié a été accepté. Ça veut dire que c'est ça, l'une des plus grosses réussites de ce congrès, c'est cette refonte-là. Donc, l'UNPC est rené parce que des textes anciens sont sortis de nouveaux textes qui ont été acceptés. Il va rester seulement des petits moments de toilettage. Et deuxièmement, l'UNPC a réussi à avoir son comité, un nouveau comité qui a été élu sur base du programme qu'ont présenté ces candidats. Alors, outre cette unicité de texte, il y a eu beaucoup de résolutions, vous l'avez dit, maintenant on va en parler, place donc à la résolution. Et qu'est-ce qu'on peut encore retenir dans le chapitre des résolutions? Quelles sont les plus importantes résolutions qui sont issues du Congrès? Les résolutions, on peut les répartir en deux. Les premières résolutions
peuvent être qualifiées des innovations qui sont justement intervenues dans le nouveau texte de l'UNPC. Ce sont des résolutions parce que c'est des choses qui n'existent pas, ou si elles existaient, elles n'existaient pas de manière parfaite. Je donne un exemple. Le Congrès sort avec une résolution que, désormais, la carte de presse, la carte professionnelle de presse, est une carte qui est une propriété de l'UNPC. On va en parler. Voilà, on va arriver. Juste pour, oui, on va arriver à ça. Mais là, au niveau d'abord des prérogatives des membres du comité directeur, Oui. est-ce que chacun sait exactement ce qu'il doit faire, puisque par le passé, c'est ce qui a été à la base de beaucoup de discussions, des conflits entre différents membres du comité directeur? Oui, si nous regardons les attributions du nouveau comité directeur qui a été élu aujourd'hui, on peut voir que, contrairement à ce qui se passait avant, par exemple, les vice-présidents, on disait simplement, il remplace le premier vice-président remplace le président en cas d'absence et termine son mandat. Le deuxième vice-président remplace le premier vice-président. Mais là, dans le nouveau texte, on a donné des prérogatives au premier vice-président. Le premier vice-président de l'UNPC, pas seulement qu'il remplace le président en cas d'absence, en cas d'empêchement ou d'absence, ou termine son mandat, c'est les formules consacrées, mais il est également chargé des relations avec les autres associations. Donc c'est lui, un peu comme on dit, relations avec les parlements, enfin dans ce gouvernement. Donc il est chargé des relations avec les autres institutions, avec les autres associations. Le deuxième vice-président, qui, dans le statut, c'est quelqu'un qui réside en province, pour montrer justement le caractère national de l'UNPC. Le deuxième vice-président réside en province. Donc c'est une candidature qui vient des sections provinciales. Lui, il a également des prérogatives de coordonner le travail justement des sections provinciales. Donc, au lieu que ce soit comme avant, on a donné à chaque membre au moins des prérogatives, en dehors du fait qu'il va remplacer. Si tout le monde est au bureau, au moins chacun a un travail à faire et rencontre au président et au comité directeur. Voilà. Alors, vous avez tout à l'heure parlé de l'octroi de la carte d'identité professionnelle, la carte de l'UNPC. Comment se fera désormais cet octroi? Qui sera habilité à avoir la carte et à l'issue du congrès, comment se fera ce processus d'octroi ou d'obtention de la carte? Alors là, beaucoup de choses, beaucoup d'innovations, mais en termes d'innovation, il y a des choses qui sont revenues, qu'on a appliquées déjà. Désormais, la carte d'identité professionnelle, dite carte de la presse, c'est une propriété de l'UNPC, d'abord, et l'obtention de cette carte va commencer par la section. Ça veut dire que celui qui est à Bongandanga, celui qui est à Katakokombe, qui veut avoir une carte de presse, commence par adresser sa demande à sa section, à la section du Sankou, à la section de sa province. Et c'est la section qui étudie les conditions d'obtention de la carte. Ça veut dire la moralité de la personne. Est-ce que c'est vraiment un journaliste qui est vraiment attaché à une maison de presse? Est-ce que c'est un stagiaire? Ou est-ce que c'est une simple personne? Excusez-moi d'en parler. Un youtubeur? Est-ce que c'est qui? Quelle est la qualité de la personne? Voilà. Lorsque la section a étudié l'ensemble du dossier, la section prend le dossier, envoie la fiche à Kinshasa, au comité directeur. Le comité directeur envoie à la commission de la carte, qui se penche également sur le même dossier pour voir si toutes les conditions sont réunies. Si les conditions sont réunies, la commission de la carte va écrire au comité directeur pour dire nous avons donné notre avis favorable à l'obtention ou à l'accès à la carte à la personne, et le comité directeur, à travers le président, entérine la décision. Et une des innovations, en fait on est revenu à ce qui se faisait avant, c'est que à ce moment-là, la carte est signée à la fois par le président de l'UNPC et contresignée par le président de la commission de la carte, pour montrer que le processus a été totalement respecté. Ceci a une conséquence. Oui, quelle est la conséquence justement? La conséquence, c'est que une fois qu'une personne a obtenu une carte, les autorités publiques peuvent dire que c'est une carte vraiment obtenue de longue haleine. Parce que la carte aura suivi l'ensemble du processus. Mais une autre conséquence, c'est laquelle? C'est que si la personne commet une faute professionnelle et qu'on doit lui retirer la carte va sur le même processus. S'il est dans une section, il va déposer sa carte à la section. Donc, la section lui retire la jouissance de la carte et en informe le comité directeur national qui dit vous avez accordé une carte à quelqu'un, mais sur le plan local, la personne a fait ceci, cela, je vous renvoie la carte.
Parce que la nouvelle carte de presse va désormais avoir un numéro pérenne. Ça veut dire que c'est comme chez les avocats, chez les médecins, vous avez votre numéro d'ordre. Donc si votre carte, M. Jacques Moulouba, à l'issue de ce congrès, lorsqu'on va reprendre l'obtention des cartes, si votre carte porte le numéro 050, ça sera 050 chaque fois que vous aurez la carte. C'est votre numéro. Un autre journaliste n'aura pas la carte avec ce numéro-là. Non, non. C'est votre numéro d'identification nationale. C'est cela. Vous êtes 050, vous décédez 050 avec peut-être AB 050 ou quoi. De toute façon, le comité directeur et la commission de la carte vont trouver la codification qu'il faut. Mais ça sera un numéro pérenne pour vous. Ça veut dire que si vous êtes devenu attaché de presse à un membre, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en cas de détachement. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre carte, vous allez la déposer et la carte est gardée au sein de l'UNPC. Le jour où vous terminez votre mandat, vous voulez revenir, vous repartez à votre section pour demander qu'on vous remette votre carte. On vous remettra votre carte à vous et pas la carte de quelqu'un d'autre. Avec votre numéro, qui reste votre numéro. Si jamais vous partez, comme ça se fait dans certaines équipes de football, si jamais Dieu vous rappelait à lui, votre numéro de carte est parti avec vous, parce que c'est votre numéro. Vous voyez, dans certaines équipes, lorsque Maradona, par exemple, a quitté l'équipe d'Argentine, ou Lionel Messi a quitté l'équipe d'Argentine, s'il va quitter peut-être dans quelques temps, on va dire, on ne donne pas à quelqu'un ce numéro 10, on le garde. Ouais. C'est un peu ça le système, pour montrer que vraiment votre numéro, c'est votre numéro à vous, qui a vos indicateurs, vos identifiants, c'est un numéro qui reste collé à votre personne. Donc, quelqu'un d'autre ne peut pas utiliser votre carte. Il ne peut pas utiliser, ça serait un faux et usage de faux. Voilà. Alors, à l'époque, on va parler maintenant des commissions. Vous avez... les 3 commissions ont été reconduites, n'est-ce pas, de l'UNPC. La commission de la carte, on a parlé. La commission des disciplines ou les tribunaux de pairs. Comment va fonctionner aujourd'hui les tribunaux de pairs, puisque c'est le nœud du problème? Trop d'accusations de la part d'hommes politiques qui cherchent à porter plainte, délits de presse, trop d'accusations, et les tribunaux de pairs, vous l'avez, semble-t-il, valorisé à l'issue de ce congrès. Comment il va fonctionner? Le tribunal de pairs a été valorisé, vous avez trouvé le mot, M. Jacques Moulouba. Pourquoi? Il va avoir déjà un tribunal de pairs au niveau de la section. Donc chaque section va avoir sa commission de discipline. Si un journaliste qui est à l'Ituri, à Bunia, est accusé, ou celui qui est à Kolwezi est accusé, écoutez, c'est la commission de discipline de Kolwezi ou de Bunia qui va siéger pour pouvoir être informé, tenir informé de la situation et arriver aux sanctions s'il faut arriver aux sanctions. Alors, la commission de discipline au niveau national va agir un peu au second degré. Ça veut dire que lorsque la situation est vraiment à dépasser la section, on n'a pas trouvé de solution, on peut faire recours. Parce qu'avant, c'était en premier et au dernier recours. Donc c'était au premier et au dernier ressort. Quand la commission de discipline a décidé, c'est fini. Mais ça ne peut pas être comme ça. La loi congolaise autorise le recours. Et donc, aujourd'hui, cette commission va avoir un peu cette vue d'en haut, voilà, pour regarder. Mais une des innovations qui est arrivée, c'est que sur les 12 membres que cette commission a au niveau national, ces 12 membres vont être répartis en chambres. Ça veut dire que s'il y a plusieurs affaires qui arrivent, il n'y a pas de souci, il y aura des chambres. On peut envoyer la chambre 1, chambre 2 ou chambre 3, donc selon la composition. Le président et le vice-président ou le comité de cette commission vont répartir les juges en chambres. Mais ces chambres-là ont également un côté thématique. Ça veut dire qu'une chambre peut se spécialiser dans les questions de déontologie. Toutes les questions de déontologie sont envoyées à cette chambre-là parce que les juges qui composent cette chambre-là sont des spécialistes à cette question de déontologie. Une autre chambre peut se spécialiser dans les questions de diffamation. Une dernière chambre peut être spécialisée dans les questions de droit de réponse. Voilà. Donc, les chambres sont en même temps des chambres spécialisées, de telle sorte que, au lieu que les gens siègent en désordre, que toutes les 12 personnes viennent siéger au même moment, non. L'affaire est envoyée dans une chambre qui prend ça avec tous les sérieux, qui siège et qui prend les décisions. Alors, innovation, c'est que la commission de discipline, comme toutes les commissions, ne va plus commencer à faire ce qu'elle a fait avant et prendre des décisions. Elle-même proclame Urbi et Orbi à travers le monde entier. Non, non. Désormais, le travail que fait la commission de discipline
doit rentrer au comité directeur. Parce que le comité directeur doit endosser les décisions de la commission de discipline. Ce qui fait que cette décision-là, lorsque les juges ont pris la décision, c'est contresigné en même temps par le président de l'UNPC et le président. Est-ce que le de la comité commission de discipline. peut aussi s'opposer à l'exécution d'une décision prise par la commission, par exemple, ou par le tribunal de paix? Non, il n'est pas prévu qu'il s'oppose, mais c'est envoyé à leur appréciation. Le comité directeur peut demander la qualification de certains faits. S'il estime que ces faits-là n'ont pas été bien qualifiés, par exemple, ou si la décision a été trop sévère, mais ça se passe dans le fonctionnement normal. Hein. Ce n'est pas quelque chose où le comité directeur va faire un communiqué, et puis la commission va faire un communiqué. Non, ça ne se passe plus comme ça. Désormais, ça se passe vraiment en parfaite harmonie. La commission a reçu, la commission traite, la commission envoie au comité directeur qui apprécie et s'il y a des remarques à faire, des observations, ça repart à la commission de discipline pour une décision finale. Une fois que ça a été fait, écoutez, le comité directeur endosse parce que c'est une décision qui est destinée à aller en dehors de ce cercle-là. Donc, le comité directeur endosse. Est-ce que les hommes politiques, par exemple, qui pensent, par exemple, tel journaliste, je me sens un peu, il m'a offensé, c'est pas moi, il a bafoué mon pouvoir, est-ce qu'ils seront d'accord avec le tribunal de paix? Ne seront-ils pas tentés de voir directement les journalistes déférés devant la justice ou d'être jugés d'abord à l'interne par le tribunal de paix? Il n'y a pas cette crainte-là, quelque part? Deux choses à dire. Oui. D'abord, la nouvelle loi, la loi qui a été la loi Mouyaya, qu'on appelle loi Mouyaya, oui. L'ordonnance loi, fixe très bien les conditions pour amener un journaliste au tribunal. C'est que vous commencez par faire un droit de réponse, droit de rectification, et ainsi de suite. Lorsqu'il a fait un droit de réponse, parce qu'il a écrit, s'il a écrit faussement, qu'est-ce que vous faites? Vous lui envoyez la bonne version de ce qui est dit. C'est une punition pour un journaliste. Tout à fait, le droit de réponse. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas bien fait le travail. Voilà, c'est ce que ça signifie. C'est une sanction morale en disant donc, tout le monde sait que tu n'as pas bien fait le travail. Donc tu te dédies. Alors c'est honteux sur le plan moral. Voilà. Alors s'il n'a pas publié le droit de réponse, en ce moment-là, vous pouvez aller ailleurs. Mais s'il a publié le droit de réponse, en principe, ça devait s'arrêter là. À la rigueur, le politicien ou celui qui s'est plaint peut le traîner justement devant la commission de discipline de la section pour voir s'il y a d'autres incriminations. Mais désormais, Jacques Moulouba, désormais, à la commission de discipline, lorsque la commission de discipline agit comme tribunal de paix, personne, aucun journaliste ne se fera accompagner d'un avocat. Parce qu'on a vu par le passé qu'on invite un journaliste à aller devant ses pairs, il amène un avocat. Non, ça ne sera plus le cas. Devant le tribunal de paix, il n'y a que d'autres pairs qui peuvent siéger. Autrement dit, si M. Jacques Moulouba est accusé, devant le tribunal de paix, il doit se présenter. Il choisit, dans la profession, qui il veut, un autre journaliste professionnel, membre de l'UNPC, ou quoi, un professionnel, un aîné, ou quelqu'un qu'il estime qu'il peut parvenir à mieux les défendre. C'est avec lui qu'il va. C'est celui-là qui l'accompagne pour prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés et, évidemment, l'aider à répondre, à formuler des réponses. Voilà. Et donc, les hommes politiques, lorsqu'ils vont commencer à mettre devant le tribunal des pairs des journalistes, à les accuser devant le tribunal des pairs, ils doivent se mettre en tête qu'ils ne vont pas se faire assister de leurs avocats. Si leurs avocats apportent la plainte, ils ne vont pas siéger. Ils ne pourront pas. C'est un autre procédé qui va venir. Alors, il se peut qu'il y ait des problèmes. Il peut se poser un problème que le conflit concerne deux organisations membres de l'UNPC ou entre les membres du comité directeur, ainsi de suite. Le nouveau texte a prévu, ou les nouveaux textes ont prévu un organe. Avant, on appelait ça conseil de gouvernance, qui n'a pas fonctionné. C'est le comité des sages. Il y a un comité des sages désormais. Le comité des sages qui est un organe d'arbitrage et de médiation qui peut permettre de se saisir au second degré, de faire la médiation, d'aider les gens à se réconcilier. Voilà. Parce que c'est constitué, comme c'est dit, des sages. C'est des personnes qui ont fini pratiquement leur carrière, qui viennent des universités. Comité de sages, oui, justement, des gens qui ont été journalistes également. Qui ont été journalistes pour la plupart, mais pas que. On va prendre les anciens présidents, par exemple, du BNPC, qui n'exercent plus, ou les enseignants en communication et en journalisme qui ont une certaine expérience. Pourquoi pas un ancien ministre qui a dirigé la communication, qui a une expérience? Donc on étend ça à des personnes qu'on peut appeler sages, mais qui sont du domaine de la communication, qui comprennent les problèmes de la communication pour aider. C'est ainsi que ce comité des sages va avoir, par exemple, les prérogatives d'entendre
les membres du comité directeur. Pourquoi? Parce que les membres du comité directeur ont été élus par le Congrès. Ça veut dire par la représentation de l'ensemble des jeunesses de la République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas déférer le président de l'UNPC devant la commission des disciplines de la section UNPC Kinshasa. Non. C'est une section qui est sous sa coordination. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut le déférer devant une structure qui est un peu supérieure sur le plan moral pour que lorsqu'il va là-bas, qu'il reçoive s'il le faut des conseils qu'il faut. Parce que la sanction ne peut pas être à tout moment la radiation, la suspension. La sanction, ça peut aussi être le conseil, n'est-ce pas? Ouais. Ça peut aussi être pédagogique de dire non, vous avez fauté, voilà, voilà, mais au vu de cela, allez-vous réconcilier, voilà. Et donc, on peut amener ça au niveau du comité des sages. Ce comité-là a les prérogatives de faire l'arbitrage, de faire la médiation, pour permettre à ce que l'harmonie revienne si jamais il y a des problèmes entre les organes de l'UNPC à l'interne. Donc ça permet de pouvoir rerouler un peu la structure. Alors un mot sur les barèmes de sanctions, qu'est-ce qui est prévu? Le barème de sanctions, oui, le barème reste le même. Écoutez, vous pouvez avoir une suspension de quelques jours, ça peut aller à quelques mois. On peut vous retirer la carte de presse si on estime que la faute que vous avez commise est une faute lourde. Alors, si on vous retire la carte, ça peut être momentané, mais ça peut aussi être définitif, ce qu'on appelle la radiation. On peut aussi arriver jusqu'à vous radier. Si vraiment la faute est trop lourde et que vous avez vraiment enfreint toutes les normes, ça peut être ça, on peut vous radier. Mais il n'est pas impossible aussi que vous soyez traîné devant la justice lorsque, par exemple, vous avez utilisé la qualité de journaliste indûment. Et un article le précise. Si vous n'êtes pas journaliste et que vous utilisez cette qualité-là de manière indue... Comment ne pas être journaliste? Ça veut dire est-ce qu'on peut se proclamer journaliste maintenant dans cette configuration? Il y a des gens qui s'autoproclament journalistes. Ils ne remplissent pas les conditions. Ça veut dire, aujourd'hui, il n'a pas de diplôme en communication ou dans un autre domaine, il n'a pas d'expérience, il n'est pas passé par une rédaction qui lui a donné la permission, il s'autoproclame journaliste. Mais il a déjà obtenu une carte de l'UNPC par le passé, par exemple. Il a obtenu une carte par le passé de l'UNPC qui a fait de lui journaliste, mais désormais, avec la nouvelle loi, avec la nouvelle configuration, tout le monde va repartir à zéro pour obtenir une nouvelle carte. Donc les journalistes sans carte, en fait, journalistes entre griffes, sans carte de l'UNPC, quel sera leur sort au bout d'un temps? Ben, ils ne vont plus exercer. Parce qu'ils doivent, pour exercer, vous devez avoir la carte professionnelle. Pour exercer. C'est cela la loi. Ce n'est pas une... Et comment contrôler? Comment contrôler? Comment contrôler? Oui. Ben, les manifestations publiques... Quand on va dans une manifestation, oui. À Ndjili là-bas, ou à Séléfolie, je ne sais pas moi, qui va contrôler que tel est journaliste, tel n'est pas? Peut-être que le public ne va pas contrôler. Mais au niveau de la profession, il va se faire un recensement. Parce que l'UNPC va publier un annuaire, comme cela se fait dans tous les domaines, à la FEC ou je ne sais pas. Il y a un annuaire. Si vous n'êtes pas membre, vous ne figurez pas dans l'annuaire, vous n'êtes pas membre. Voilà, l'annuaire qui doit être refait chaque année, où on publie le numéro des journalistes, voilà, là où ils travaillent, et ainsi de suite. Si vous n'êtes pas dans l'annuaire au bout de 4-5 ans, les gens vont commencer à se poser des questions. Vous risquez d'aller dans une manifestation, on vous dit, ah, au gouvernement, ah, vous êtes là, mais votre numéro, c'est lequel? Surtout que chacun va avoir un numéro. Au bout de 3-4 ans, ça va s'arrêter. Les moutons noirs, comme on l'appelle. Mais ils vont travailler où? Parce qu'on va vous demander votre numéro. Justement, c'est ça la question qui venait maintenant. Oui. Quel est le sort à réserver à ceux que nous qualifions de moutons noirs, c'est-à-dire de ceux qui arrivent dans la profession, sans avoir la formation, sans avoir maîtrisé les b.a.-ba de la profession? Quel sera leur sort maintenant à l'issue de ce congrès? Si le comité directeur travaille correctement, si la commission de la carte travaille correctement, que ce soit au niveau local, ça veut dire au niveau des sections, qu'au niveau national, au bout de 2-3 ans, les moutons noirs vont se réduire d'eux-mêmes. Parce qu'ils n'auront pas de numéro d'identification nationale. Ils n'auront pas. C'est comme chez les médecins. Tu entres que tu es un infirmier, tu manques que tu es médecin, tu vas bien prescrire des médicaments aux gens, bien le jour où on t'aura, et tu n'as pas de numéro, tu n'as pas de numéro. Est-ce que le comité directeur peut aussi, en fait, juste déférer quelqu'un qui s'autoproclame journaliste sans en avoir la qualité, sans carte devant les instances de justice? Mais oui, c'est ce qui est prévu. Ce qui est prévu. Le président de l'UNPC, le comité directeur, ont la compétence d'ester en justice. Si vous avez, pour défaut de qualité, vous allez partir à la justice. Comme je dis, s'ils font très bien leur travail, le nouveau comité directeur et la commission de la carte, plusieurs personnes qu'on voit ici qui s'autoproclament journalistes vont déchanter. Parce qu'à ce moment-là, ils seront mis devant leurs responsabilités. Ils ne pourraient pas exercer. Et alors, si vous usurpez la qualité, c'est condamnable. Et là, c'est au pénal.
Ce n'est même pas au tribunal civil ici ou au tribunal de paix. C'est au pénal, parce que vous avez usurpé une qualité qui n'est pas la vôtre. Alors, une dernière question, puisqu'au Sénat, déjà, nous sommes arrivés presque vers la fin. Et ça, c'est le sort où tout ceci, toutes ces résolutions concernent le journaliste attaché à une rédaction. C'est ça? Pour la plupart, mais les pigistes Les pigistes également. Certains pigistes, oui, parce que s'ils prouvent qu'ils sont pigistes, qu'ils travaillent pour une, deux ou trois maisons de presse ou deux ou trois organes de presse et qu'ils ont les preuves d'être pigistes, ils peuvent recevoir leur carte. Et ça, c'est à la commission des cartes de regarder si ces gens ont rempli les conditions. Et maintenant, quel est le sort qui sera réservé en fait, je ne sais pas, je peux les appeler comme ça, les influenceurs qui se font passer pour des journalistes aujourd'hui? Non, ce n'est pas des journalistes. S'ils ne sont pas attachés à une rédaction, s'ils n'ont pas derrière eux des gens qui peuvent soutenir ce qu'ils font, ça veut dire une rédaction organisée, comment ils vont avoir la carte de presse? Ils ne pourront pas. Qu'ils aient une autre carte d'influenceur, si ça peut exister, je ne sais pas moi. Mais sinon, ils n'auront pas la carte professionnelle. La carte des TikTokers. Voilà, des parce que pour avoir cette carte, il faut être jeunesse professionnelle et aujourd'hui, la loi, l'article 3.11 et ainsi de suite, la loi qu'on appelle loi Mouyaya, et bien cette loi-là fixe les conditions pour être appelé journaliste professionnel, y compris la loi qui va devenir peut-être un décret sur les statuts du journaliste. C'est clair. Donc on va appliquer la loi, le comité va appliquer la loi. Si la loi n'a pas été inventée par le comité scientifique ni par le Congrès, la loi, c'est le Parlement. Ces lois-là existent sur les statuts et l'ordonnance loi sur l'exercice de la liberté dans tous les moyens de communication. Donc ces lois vont être d'application et puis voilà. Ceux qui peuvent, peuvent. Ceux qui ne peuvent pas, bon, ils peuvent trouver un autre travail ou une autre appellation. Alors, à l'issue de ce congrès, c'est la dernière question, à l'issue de ce congrès, avec toutes les résolutions qui sont issues, donc des cogitations des uns et des autres, avalisées par le congrès, quel avenir pour la profession du journaliste en RDC? Moi, je vois un avenir radieux, je suis très optimiste. Je me dis qu'aujourd'hui, j'ai eu l'impression pendant le congrès que tout le monde a pris la mesure de la débâcle, enfin de la descente aux enfers de notre organisation qu'on appelle l'UNPC. Tout le monde est venu, même les gens qui au départ contestaient ce congrès. Moi, je les ai vus, parce qu'on se connaît. Voilà, ils sont tous venus et tout le monde a contribué à ce que notre corporation puisse se restructurer. Moi, je vois un avenir meilleur par rapport au passé, un avenir radieux. Si tout le monde se met au travail, s'il n'y a pas des gens qui ont un esprit simplement de contestation, mais plutôt un esprit de proposition et d'aller vers la requalification, vers la bonification de notre corporation, moi je vois que d'ici 3-4 ans, nous pourrions avoir enfin quelque chose qui ressemble à un ordre de journaliste. Je rêve de ce jour et je serai le plus heureux pour avoir contribué petitement avec ma petite intelligence. Même s'il y a une équipe, il me semble, qui est en train de travailler en sourdine ou qui est en train de concevoir aussi la tenue d'un conclave, puisque semble-t-il le congrès ne s'est pas passé dans des conditions les plus catholiques qui soient. Ben, écoutez, la démocratie ne peut pas interdire à des gens de pouvoir avoir peut-être un congrès alternatif, pourvu que cela réponde aux normes et à la loi. Or, la loi aujourd'hui montre qu'il faut un organe d'autorégulation, et cet organe, c'est malheureusement ou heureusement l'UNPC. Voilà. Et donc, si on fait un autre congrès sous un autre format, peut-être que les résolutions vont être mêlées ou mélangées avec ce qui est issu du vrai congrès de l'UNPC. Je ne sais pas, on trouvera peut-être une formule. L'intelligence humaine ne s'est pas arrêtée. Il y aura de toute façon à un moment moyen peut-être de mettre tout cela ensemble. Mais pour nous, pour moi, en étant légaliste, le congrès s'est tenu dans les conditions qu'il faut et on ne peut pas renier, on ne peut pas rejeter toutes les résolutions qui ont été prises lors de ce congrès. Merci beaucoup, M. Adelar Mambouya Ouboulou-Kwes. Vous avez été notre invité ce soir. Vous êtes membre du comité scientifique du congrès. Vous êtes doctorant en communication et enseignant à l'UNISIC. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous donc, les enjeux du 10e congrès ordinaire de l'UNPC, dit congrès de la Renaissance. Aujourd'hui, en tout cas, tout le monde est un peu fixé sur ce qui a été fait. C'était une grand-messe là, donc une messe des intellectuels, des journalistes qui a pondu. Une messe à l'issue de laquelle, en tout cas, on peut parler d'une refondation de la profession. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans une semaine avec un autre numéro. Au revoir.